Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique en course pour les régionales en Ile-de-France. Valérie Pécresse nous reçoit dans son QG parisien. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 48 ans, vous avez la particularité d'être né un 14 juillet. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez plutôt du genre précoce. Vous décrochez votre bac à 16 ans, vous êtes diplômé d'HEC à 21 ans et vous sortez deuxième de votre promo à l'ENA. Vous rejoignez alors l'équipe de Jacques Chirac à l'Élysée en 98 en qualité de conseillère, mais ce n'est qu'en 2002, à 35 ans, que vous entrez réellement en politique en décrochant votre premier mandat député des Yvelines sous l'étiquette l'UMP. L'UMP dont vous deviendrez aussi porte-parole. 3 hommes ont joué un rôle important dans votre carrière politique par la confiance qu'ils vous ont apportée. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et surtout Jacques Chirac qui a été, je l'ai lu, votre mentor. En quoi vous a-t-il guidé vers le monde politique ? Si je suis rentrée en politique, c'est à cause de Jacques Chirac. C'est à cause du Jacques Chirac, de la fracture sociale. À cause ou grâce ? À cause, parce qu'il a déclenché chez moi l'envie de le soutenir. Et j'étais vraiment totalement séduite par le Chirac de la fracture sociale, celui qui faisait de la cohésion sociale un enjeu absolument crucial de l'élection présidentielle de 95. Et ensuite, quand en 97, la dissolution, a bouté le RPR de l'époque hors du gouvernement, je me suis dit c'est maintenant qu'il faut s'engager. Le FN était à 15% à l'époque et c'est à cause de lui que Alain Juppé avait perdu les élections et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je fais de la politique et au niveau où j'en fais, c'est parce que je me suis engagée au pire moment, au moment où il n'y avait plus personne, où tout le monde avait déserté le bateau et Jacques Chirac m'en a toujours été reconnaissante. Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous serez nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme territoriale, mais également porte-parole du gouvernement. Conseillère régionale, vous êtes également la patronne des Républicains dans les Yvelines. Vous êtes tête de liste pour les régionales en Ile-de-France. Ensemble, nous allons aborder et passer en revue votre programme et vos objectifs pour la région. L'Hebdo Politique, le Money Time. On commence cet hebdo politique avec le Money Time. C'est quelques questions-réponses rapides pour apprendre à connaître votre point de vue sur l'actualité. Une jeune femme qui est née par un don de sperme demande à la justice de lever l'anonymat pour connaître son géniteur. Faut-il ou non conserver cette règle, selon vous ? Le problème, c'est que c'est très difficile de changer les règles en cours de route, notamment pour la personne qui a donné le sperme. Mais quand j'ai travaillé sur la famille, à l'époque j'étais jeune députée, j'ai rencontré effectivement tous ces enfants qui sont nés soit d'accouchement sous X, soit de dons de sperme, et je sais à quel point la recherche des origines peut être importante pour certains de ces enfants. Et moi, à l'époque, j'avais proposé qu'on puisse avoir le choix, c'est-à-dire donner son sperme anonymement ou donner son sperme en laissant son nom pour un jour que les enfants puissent venir à votre rencontre. Mais cette loi avait soulevé à l'époque un tollé parce qu'on avait dit que ça allait tarir les dons de sperme. Donc cette loi n'a pas du tout été suivie d'une adhésion. Mais je reste persuadée que certains donneurs de sperme sont peut-être pas hostiles au fait que des enfants viennent un jour à leur rencontre, des enfants qui ont été conçus avec leurs ovocytes, leurs gamètes, viennent à leur rencontre. Un autre sujet, est-ce que vous êtes plutôt journaux papier ou numérique pour vous informer ? Alors moi, j'aime le papier, mais malheureusement, comme j'ai jamais le temps d'aller les acheter, en réalité, je m'abîme les yeux sur mon écran de smartphone. Et vous avez décidé d'ailleurs, si vous êtes élu à la présidence de la région Île-de-France, de ne plus imprimer le papier du magazine régional. Oui, bien sûr, je cherche à faire des économies. J'ai proposé de faire des économies pour un montant qui est égal à 10% des dépenses de la région, 400 millions d'euros. Et dedans, il y a ce journal régional que personne ne lit et qui est quand même tiré à 3,5 millions d'exemplaires. Donc une vraie économie sur les dépenses de communication de la région. Un sondage réalisé par l'Institut ELAB révèle qu'Alain Juppé est le candidat favori des Français pour la présidentielle de 2017, de tous les candidats. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, selon vous, Alain Juppé ?
qui plaît tant que ça, pour l'instant en tout cas? Aujourd'hui, Alain Juppé a la figure du grand sage, et je crois que les Français ont en ce moment envie de réconciliation, et ça fait partie de mon projet régional. Je veux une Île-de-France réconciliée. Je veux que tous ceux qui aujourd'hui... tous ceux qui se replient sur des communautés aujourd'hui se rouvrent, et je veux faire de l'emploi ma priorité pour justement faire en sorte que tout le monde retrouve le chemin du vivre ensemble. Est-ce que vous retrouvez un peu de Jacques Chirac en Alain Juppé de temps en temps? C'est pas du tout la même personnalité, même si je pense qu'effectivement sur un certain nombre de sujets, Alain Juppé reprend les idées de Jacques Chirac, notamment en matière de politique étrangère, ou de politique environnementale. Mais il faut aussi, Alain Juppé c'est le grand sage, mais il faut aussi à notre pays beaucoup d'énergie, parce que je crois qu'il va falloir changer profondément le pays, le réformer profondément, et de ce point de vue, Nicolas Sarkozy ou François Fillon ont aussi leur voix à faire entendre. Dernière question du Money Time, une nouvelle BD Astérix vient de sortir, connaissez-vous le titre de ce nouvel album, le 36e? Moi, je ne le connaissais pas avant de chercher sur Internet. L'élixir, non, c'est pas ça? Non, c'est le papyrus de le César. papyrus, mais pardon, excusez-moi. Non, mais j'entendais ce matin. Vous allez le lire, vous pensez? Vous n'avez pas le temps de lire en campagne électorale? Oh, si, je lis. Je suis en train de lire, je ne sais plus comment ça s'appelle, quel est le titre exact. C'est La petite histoire de l'intestin. C'est un livre hilarant et ça me change bien de mes campagnes. Non, moi, je ne peux pas me coucher sans lire et je ne peux pas passer une journée sans lire. Mais je dois avouer que Astérix, j'ai un peu perdu le fil. Je suis très BD-phile, mais c'est vrai que je lis plutôt maintenant des BD pour adultes. L'hebdo politique sur Sensation. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, on va aborder l'une de vos priorités, l'emploi. Mais tout d'abord, revenons sur cette campagne. Vous vous êtes engagé très tôt dans ces régionales, dans cette élection. Vous étiez déjà candidate en 2010, je le rappelle. Est-ce que finalement, vous êtes déjà en campagne depuis votre défaite en 2010 ? Est-ce que ça fait déjà 5 ans que vous êtes en campagne et dans votre tête, vous vous préparez à cette échéance ? Non, en réalité, je suis candidate depuis 2012, c'est-à-dire depuis ma défaite aux législatives, la défaite de la droite aux législatives, pas la mienne. Depuis 2012, parce qu'en 2012, je me suis posé la question de savoir si j'allais retourner à l'élection régionale, cette fois-ci pour gagner. Et donc, j'ai pris la décision en 2012 de mener à nouveau ce combat. Et depuis 2012, je me prépare en allant à la rencontre des Franciliens, en vivant leur vie. Vous savez, j'ai été passer des journées dans des PME dans une PME à Saint-Ouen-l'Aumône, dans un lycée à Saint-Michel-sur-Orge, au tribunal de Bobigny, au commissariat de Gennevilliers, à l'hôpital de Coulommiers. Oui, mais vraiment pour vivre la vie des Franciliens dans tous les territoires de l'Île-de-France. Et je crois que c'est de cette expérience-là que j'ai retiré des propositions très concrètes sur le permis de conduire, sur l'accès au stage. 3 ans de campagne, c'est long. Est-ce que vous êtes pressé d'en finir ? Est-ce que ça use une telle campagne ? Non, parce que je suis un peu comme la tortue de la fable de La Fontaine, vous voyez. Je suis parti tôt et j'espère gagner à la fin. Pour le moment, mais je suis tranquillement mon chemin. Si vous voulez, ce qui est important pour moi, c'est la candidate des propositions. Donc dès que j'identifie un sujet qui est un sujet vraiment d'attention, un scandale, une injustice, je m'en saisis. Par exemple, la fraude dans les transports, qui est une énorme injustice, plus de 200 millions d'euros de manque à gagner. Ouais. Voilà, et ben je me dis comment est-ce qu'on lutte contre ça, et je trouve une solution crédible qui est le port obligatoire des pièces d'identité pour qu'on puisse recouvrer les amendes. On reviendra dessus. Pour le moment, vous êtes donné en tête dans les sondages, vainqueur au second tour avec autour de 40% des voix, légèrement devant le candidat socialiste Claude Barthelone. Est-ce que les sondages, vous faites attention ou alors votre route est tracée et quoi qu'il arrive, vous foncez ? Je ne crois pas dans les sondages de deuxième tour, parce que pour la bonne et simple raison que quand on vous sonde sur les deuxièmes tours aujourd'hui, on ne vous dit pas quels sont les résultats du premier tour. Donc ceux du premier tour, vous faites attention à ça par contre ? Ceux du premier tour sont beaucoup plus solides, parce qu'on vous pose la question... Vous êtes crédité de 33-34%. Voilà, un tiers des voix, et ça c'est le fruit de la stratégie de rassemblement que nous avons eue de la droite et du centre, qui nous donne un socle très solide, et surtout une cohérence, puisque nos amis centristes sont venus sur mon projet. Donc ils ont accepté de venir sur mon projet, et aujourd'hui ce projet, c'est un projet que nous portons ensemble maintenant et au deuxième tour. Le problème que va avoir mon adversaire Claude Barthelone, c'est qu'au deuxième tour, il va falloir faire la fusion et des équipes et des projets. C'était déjà le cas en 2010. Oui, mais des équipes. Ça ne les a pas empêchés de remporter la région à l'époque. Et des équipes et des projets
avec le Front de gauche et les Verts, oui, mais aujourd'hui, ils ne s'entendent plus sur rien. En 2010, ils étaient unis. Aujourd'hui, ils sont profondément divisés. Quand j'entends Claude Barthelone dire « j'ai pas besoin de Macron », je me dis qu'il incarne une gauche archaïque et qu'en plus, il va être tiré encore plus vers la gauche par des Verts qui sont plus du tout écologistes, qui sont aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Vincent Placé, le parti des Roms de la dépénalisation du cannabis, et voilà, et par un Front de gauche qui est essentiellement frondeur et qui reproche à Claude Barthelone que Hollande n'ait tenu aucune de ses promesses. Avant d'aborder le programme, une dernière question. Vous avez été ministre. Est-ce que être présidente de la région, potentiellement, est-ce que ce serait votre plus grand rôle dans votre carrière politique, votre plus grande fonction, la plus importante ? Les Français aujourd'hui veulent de l'authenticité, de la sincérité, et je ne peux pas me présenter à une élection en disant, comme le disent mes adversaires tous, je resterai député. C'est pas possible. On peut pas à la fois se présenter dans une région qui a 11,5 milliards de budget à dépenser, 6,5 milliards sur les transports, 5 milliards sur les autres politiques, et dire je vais faire ça à mi-temps. C'est pas possible. Moi j'ai dit plein temps, et j'ai dit que je ne serais pas ministre si la droite regagnait en 2017. Pourquoi ? Parce que la région a besoin d'une nouvelle énergie, elle a besoin de créer de l'emploi. Il y a 660 000 chômeurs en Ile-de-France, c'est le scandale français, et c'est unique dans toutes les grandes métropoles mondiales. Les grandes métropoles, d'habitude, ont un taux de chômage zéro. Justement, pour l'emploi, alors le chômage en Ile-de-France s'établit à 8,8% au deuxième trimestre 2015. C'est des chiffres de l'INSEE. C'est moins que la moyenne nationale, mais c'est un chiffre en constante augmentation depuis maintenant des mois. Alors concrètement, vous arrivez à la présidence de la région Ile-de-France. Quelle est votre mesure pour l'emploi, la première mesure, celle que vous mettez en place ? J'en ai toute une série, mais la première, c'est de réunir autour de moi les chefs d'entreprise, les banquiers, les chercheurs et les syndicats et un certain nombre d'ONG pour définir une stratégie de croissance, d'emploi, sur la condition de travail et sur la formation. Parce que rien de tout ça ne fonctionne. Aujourd'hui, on a des formations vides qui ont des débouchés, des formations pleines qui n'ont pas de débouchés, et la région ne change pas sa politique de financement de la formation. Aujourd'hui, on a des crédits européens qui sont ouverts. Ça s'appelle le plan Juncker. Pour des investissements d'avenir, la région Île-de-France n'est pas allée présenter des projets. Quand je suis allée à Bruxelles, on m'a dit « Vous êtes la première à venir nous parler de financer des projets ». Or, on peut financer la réindustrialisation de la vallée de la Seine, on peut financer Seine Grand Gabarit, on peut financer aujourd'hui un projet du Grand Roissy, on peut financer des parkings près des gares en Grande Couronne avec des crédits européens. Il y a des centaines de millions d'euros de crédits qu'on n'est pas allé chercher. Vous l'avez dit, vous voulez être une présidente pro-business, c'est un terme que vous avez utilisé vous-même, vous entourez du monde de l'entreprise. Jusqu'où on peut s'entourer du monde de l'entreprise ? Jusqu'où où est la limite entre le politique et le monde de l'entreprise ? C'est encore pire, j'ai dit que je voulais être un président entrepreneur. Donc vous voyez, j'aggrave mon cas. Je veux être un président entrepreneur parce que la politique à l'ancienne, telle que la pratiquent beaucoup de mes adversaires, c'est de considérer qu'un président de région, c'est un rentier. C'est quelqu'un qui vous pique vos impôts et qui ensuite fait des chèques. Qui annonce la gratuité des transports scolaires, qui annonce plein de choses. Mais en réalité, tout le monde sait bien que quand on sème des dépenses, quand on sème des promesses, on récolte des nouveaux impôts. Les Français ont payé pour voir, ils ont élu François Hollande. Donc je ne veux pas être ce type de président. Je veux être un président entrepreneur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux, allez, si vous me passez l'expression, être une présidente radine maline. Je veux que tous les euros que j'aurai dans mon budget, je les dépense pour être utile aux Franciliens. Il y a de la gabegie, il y a de l'opacité, il y a du gaspillage à tous les étages dans la région. On finance un certain nombre d'associations qui n'ont rien à voir avec les priorités des Franciliens. Sortir du colonialisme. La meilleure, c'était quand on a payé 20 000 euros pour une association de Seine-Saint-Denis pour emmener des jeunes de Seine-Saint-Denis apprendre le français en Belgique. Vous voyez, bon, mais il y a des mots différents. Ou quand on a financé 75 000 euros pour fêter en Ile-de-France l'anniversaire de la mort de Salvador Allende. Donc les subventions politiques, le clientélisme, l'opacité, parce qu'il y a 210 000 associations en Ile-de-France et la région n'en finance que 3 500. Lesquelles ? Si on enlève celles qui sont reconnues d'utilité publique, les Restos du Cœur, le Secours populaire, qu'est-ce que
comment on les choisit, toutes ces associations? Est-ce que vous êtes satisfaite que la loi NOTRe, celle qui fixe les compétences des collectivités, donne un rôle accru, la compétence économique à la région? Ça doit vous satisfaire, ça? Oui, bien entendu, parce que pour moi, la région doit être la collectivité Un bon point pour le gouvernement, alors? La collectivité qui investit. Ce serait un bon point si le gouvernement n'avait pas créé un échelon supplémentaire en Île-de-France de collectivité. Parce que le choc de simplification... Oui, le Grand Paris. La métropole, soi-disant, du Grand Paris, qui est un petit Paris, en fait, c'est un Paris rétréci, parce que dans les Yvelines, on sait bien qu'il n'y a pas de Grand Paris sans la Grande Couronne. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est que la loi NOTRe, la loi de compétences des régions, qui devait se traduire par un choc de simplification, s'est traduit par un choc de complexification, parce que maintenant on a les communes, les territoires ou les intercommunalités, les départements, la métropole qui prend Paris, la petite couronne, et la région. 5 niveaux de collectivités locales. Selon vous, dans ces 5 collectivités, qui faudrait supprimer, revenir en arrière? C'est pas à moi de le dire, mais simplement aujourd'hui, ce qui est important, c'est de clarifier ce millefeuille. Moi, j'ai toujours une position qui est constante, c'est de dire que la métropole, le Grand Paris, c'est la région. Alors aujourd'hui, je dis que c'est le très Grand Paris. Pourquoi? Parce que c'est absurde de parler de Grand Paris sans prendre Cergy. C'est absurde de parler de Grand Paris sans prendre Roissy, sans prendre Saclay, sans prendre la vallée de la Seine. Avec le Grand Paris, ça va être difficile la vie avec le Grand Paris, de cohabiter, région, Grand Paris? Non, mais moi, vous savez, je cohabite avec tout le monde. Moi, je suis une fille de consensus. J'ai fait une réforme des universités avec 85 présidents d'université qui étaient quasiment tous de gauche. Donc je suis une femme de dialogue, je travaillerai très bien, y compris avec la maire de Paris, y compris avec le président de la métropole, qui, je le rappelle, devrait être de ma famille politique. Mais le sujet n'est pas là. On n'a pas enlevé un seul euro à la région. Et on lui a conforté ses compétences en matière de développement économique, d'apprentissage, de formation, les lycées, l'université, les centres de formation. On nous a conforté dans le transport. Nous avons 6,5 milliards pour faire la révolution dans les transports. Donc tout ça, et nous avons aussi une compétence logement. Donc tout ça, c'est des compétences très importantes. L'important, c'est qu'on investisse pour l'avenir au lieu de dépenser, de gaspiller dans le train de vie de la région. Pour revenir sur l'économie et l'emploi, vous souhaitez mettre en place une stratégie d'investissement. Alors il faut imaginer quoi pour le futur? Un plan d'investissement avec quels moyens, de combien de sous vous pourrez vous doter pour ce plan d'investissement? La première des choses à faire, c'est la révolution des transports. La révolution des transports, c'est dire qu'en 2021, tous les RER et tous les trains seront neufs ou rénovés. Et comment je fais ça? C'est simple, j'innove dans les financements de ces trains. Jusqu'à présent, le syndicat des transports, donc qui est présidé par la région, achetait les trains comptant, au comptant. Et donc, il payait 100, mettons. Et puis, il les donnait à la RATP, à la SNCF. Aujourd'hui, c'est le syndicat des transports qui est propriétaire des trains. Donc moi, je propose qu'on achète 1/30 de train à la fois et qu'on étale sur les 30 ans de la vie du train le paiement. Comme ça, on peut en acheter 30 fois plus et ça permettra, d'ici 2021, que tous les RER, tous les trains soient accessibles et la 4G soit climatisée, et des prises électriques pour recharger les portables, soit vidéo protégée. Et là, ça change tout. Parce que le temps de transport, surtout quand on ne se transporte pas aux heures de pointe, deviendra un temps utile. On pourra travailler éventuellement dans les trains et puis surtout, on sera beaucoup plus confortablement installés et les trains seront plus à l'heure. Parce que ce qui fait que les trains sont pas à l'heure, c'est qu'ils sont vieux et qu'ils tombent en panne. Vous souhaitez faire aussi des économies. Alors 450 millions d'euros, c'est les économies que vous souhaitez faire, notamment en vendant les hôtels parisiens de la région, de l'entité de la région. Concrètement, la future région, ces bâtiments seront donc en banlieue, si vous êtes élu. Bien sûr. Le premier gaspillage de la région... Vous savez déjà où ? On peut avoir une information? Les journalistes sont terribles, ils demandent toujours la question d'après. Mais je ne suis pas encore présidente de région, je prendrai cette décision très rapidement. De toute façon, ce sera dans le Val-de-Marne ou en Seine-Saint-Denis, parce que c'est les 2 départements les moins chers et en même temps qui restent assez centrales, puisqu'il faut que tout le monde puisse venir au siège de la région facilement. Mais le sujet, c'est simple, c'est qu'on a 200 millions d'hôtels particuliers, 5 hôtels particuliers dans le 7e, et comme c'est pas très logeable, on est obligé de payer en plus 26 millions d'euros de loyer pour loger les agents de la région autour de ces hôtels particuliers. Ces 26 millions d'euros, on peut en faire l'économie, on vend les hôtels particuliers, on déménage en banlieue. Pourquoi votre QG de campagne n'est pas en banlieue parisienne également? Ça aurait été une bonne première étape peut-être? Tout simplement parce qu'il faut que tout le monde puisse y venir et
il va y avoir quelque chose qui s'appelle la COP 21. Et pendant la COP 21, plus personne ne pourra se circuler dans l'Île-de-France, à part en transport en commun. Et donc je voulais mettre mon QG à 5 minutes de la gare Saint-Lazare, tout simplement, parce que j'habite sur la ligne L, l'une des lignes les plus sinistrées du Transilien, et que je voulais venir en train à mon QG et plus prendre la voiture et plus subir cette peine épouvantable et abominable de millions de franciliens qui s'appellent les embouteillages et contre lesquels la région et la ville de Paris ne font rien parce qu'ils ont un tabou, c'est la route. On évoquera justement la route dans un instant. Juste pour revenir sur les économies, est-ce que vous prévoyez aussi l'embauche ou en tout cas moins de fonctionnaires pour les services de la région si vous êtes présidente? Bien entendu, il faut faire mieux avec moins. On a 10 500 fonctionnaires qui travaillent pour la région. Vous espérez en garder combien ou en tout cas diminuer ce chiffre à quel seuil? J'ai dit que je ne remplacerai pas un fonctionnaire sur 2 partant en retraite, mais je sanctuarise les personnels qui travaillent dans les lycées. Parce que dans les lycées, ce sont les dames de cuisine, ce sont les personnels d'entretien, ce sont les surveillants. Donc évidemment, on sanctuarise les personnels des lycées. En revanche, on peut faire des économies considérables sur le siège de la région. Pour vous donner un seul chiffre, en 10 ans, on est passé au siège de la région de 1200 personnes à 2000 personnes. 800 personnes de plus en 10 ans pour faire la même chose. Je pense qu'on doit pouvoir réussir à faire des économies et je pense en plus que ça remotivera les fonctionnaires de terrain parce que les agents de terrain, ils ont une pyramide hiérarchique à 4-5 échelons. Quand ils veulent prendre une décision, c'est juste un espèce de mastodonte, de mammouth, dirait Claude Allègre, et qui ne bouge pas assez rapidement. Alors que les fonctionnaires de terrain, ils ont envie d'être motivés et d'agir vite. Valérie Pécresse, je vous propose de faire une pause, puis on se retrouve dans quelques instants pour parler logement et réévoquer également la question des transports. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Valérie Pécresse, députée des Yvelines et candidate Les Républicains pour les élections régionales en Ile-de-France. On vient de parler économie et emploi. On va évoquer maintenant 2 questions en rapport forcément avec l'économie et l'emploi, c'est le logement et les transports. Et sur les transports justement, vous êtes une nouvelle fois très ambitieuse. Vous parlez de révolution des transports et vous proposez alors tout un tas de mesures, plus d'une trentaine sur votre site internet. Et ça va de la sécurité au renouvellement des rames, on a évoqué la question, en passant par la lutte contre la fraude. Est-ce que les transports, c'est si on devait choisir un thème, le nerf de la guerre pour ces élections régionales en Ile-de-France? Le nerf de la guerre, c'est l'emploi, pour moi. Parce que c'est le but que je recherche. Je recherche aujourd'hui à faire une région qui soit conquérante, qui sache se vendre à l'étranger. J'emmènerai les PME franciliennes à l'étranger pour qu'elles puissent exporter. Je ramènerai des investissements étrangers en Ile-de-France. Mon objectif, c'est l'emploi. Mais si on a comme objectif l'emploi, la première des choses à faire, c'est de corriger le point noir de l'Île-de-France en termes d'attractivité, qui sont les transports, qui est un point noir en termes d'attractivité pour les investisseurs, qui est un point noir évidemment pour les salariés qui perdent un temps fou, qui sont épuisés parce que les transports fonctionnent mal. Donc les deux sont liés. Les transports, c'est un moyen pour moi d'améliorer la qualité de vie, mais surtout d'améliorer l'emploi en Île-de-France. Le pass Navigo à tarif unique, vous allez le sanctuariser? Oui, je maintiendrai le pass Navigo à tarif unique parce que je ne vais pas jouer au yo-yo avec le pouvoir d'achat des franciliens, mais je le maintiendrai. C'est une bonne mesure, mais vous la maintenez quand même? C'est ce que vous Non, attendez, je vous explique. Sur le principe, c'est bien d'avoir mis un tarif unique à tout le monde. Le problème, c'est que c'est pas financé. Il manque 300 millions d'euros. Moi, je maintiendrai le pass Navigo sans augmenter les impôts. Et je dis comment je vais faire, contrairement à mes adversaires, qui eux ne le disent pas. Et donc, ça veut dire qu'avec eux, vous avez 300 millions de hausse d'impôts qui arrivent en janvier. Donc, comment je fais ? Je lutte contre la fraude. Je vous ai dit que c'était 200 millions au bas mot de pertes pour la SNCF et la RATP. Avec plus d'agents ? Avec un peu plus de contrôleurs, mais c'est pas tellement le manque d'agents qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que quand on verbalise les fraudeurs, ils donnent des faux noms et des fausses adresses. Et comme les contrôleurs n'ont pas la possibilité et pas le pouvoir de contrôler les identités, eh bien, il n'y a que moins de 10% des amendes qui sont mises dans les transports, qui sont payées, alors que pour un automobiliste, c'est 70% avant même la première relance, puisque c'est moins cher quand on paye vite. Donc le sujet, c'est qu'il faut qu'on soit porteur d'une pièce d'identité dans les transports en commun, et il faut que les contrôleurs et la police de la SNCF et de la RATP puissent contrôler les identités et faire ce qu'on a fait à New York, et qui a très très bien marché, c'est faire un partenariat entre les transporteurs et la police nationale, et faire en sorte que ceux qui n'ont pas le ticket puissent être retenus pendant 2-3 heures sur leur trajet pour justifier de leur identité devant la police. Parce que si on fait ça,
eh bien, je vous jure, la prochaine fois, ils payeront leur ticket parce qu'ils auront raté leur rendez-vous, ils seront arrivés en retard au boulot. Là, c'est une sanction très claire, très efficace, et ça n'a rien à voir avec la petite proposition de loi que Claude Barthelone a fait déposer à l'Assemblée nationale pour répondre à la mienne. La mienne est vraiment efficace. Et en revanche, celle du gouvernement qui dit on va tripler les sanctions, je suis désolée, si vous triplez les amendes à des fraudeurs qui ne les payent pas, qui donnent des faux noms et des fausses adresses, qu'est-ce que ça change ? Toujours dans les transports, vous voulez créer une seule et même police avec plus de compétences. Alors, quelles seront les compétences de cette seule et unique police ? Oui, je me suis rendu compte, là encore, qu'il y avait une injustice. En circulant sur tous les réseaux de transport franciliens, je me suis rendu compte qu'il y avait une police de la SNCF, enfin, c'est pas une vraie police, mais des forces de sécurité de la SNCF, des forces de sécurité de la RATP, et quand on est dans les bus de grande couronne, il n'y a plus personne. Et bien ça, c'est juste totalement injuste. Donc je veux faire une police régionale des transports qui fusionnerait la police de la SNCF, la police de la RATP et une police qui circulerait dans les bus. Parce que dans les bus, eh bien, vous avez beaucoup d'insécurité, beaucoup de fraude, et surtout dans les horaires nocturnes. La région, à travers le STIF, le syndicat des transports, vient de signer pour 20 milliards d'euros d'accord avec la RATP et la SNCF. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, ce montant pour votre ambition ? Et est-ce qu'il faudra renégocier, du coup, ces contrats si vous êtes élu présidente de la région ? Il faudra les renégocier, ne serait-ce que sur ce volet que je viens de vous décrire, sur la police des transports et sur la lutte contre la fraude. Il faudra aussi renégocier ces conventions sur le matériel roulant, parce que je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite dans le renouvellement du matériel roulant. Et j'ajoute que je veux financer, par le biais de la région, un grand plan bus, 1000 bus supplémentaires en grande couronne. Sur la grande couronne, avec voilà. aussi 5 voies express. C'est ça, ce qu'on appelle des RER autoroutiers, c'est-à-dire en fait des voies express le long des autoroutes pour permettre d'aller très très vite en autobus à Paris avec des parkings. Ça sera fait en concertation et en plus du Grand Paris Express ? Alors oui, ce qu'il faut dire, parce que certains de mes adversaires disent que le Grand Paris Express s'oppose à la modernisation de l'existant et à l'amélioration de l'existant. C'est pas vrai. Le Grand Paris Express, c'est la société du Grand Paris qui le gère et qui le construit avec de l'argent de l'État. Donc en réalité, le Grand Paris, c'est pas la région. Le président de région siège au conseil d'administration, mais c'est pas la région. La région, elle a 11,5 milliards pour améliorer l'existant. Donc on ne peut pas dire que les deux projets sont concurrents, ça n'est pas vrai. Le président de région, lui, sa responsabilité, c'est d'améliorer l'existant. Alors simplement, ce qu'il faut évidemment dire, c'est que les deux projets ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. On ne résoudra pas la situation du RER A, où il y a 1 200 000 personnes tous les jours, qui est complètement saturé, qui est complètement vétuste, sans prolonger le RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie. On ne résoudra pas la situation du RER B, où il y a 450 colis suspects recensés par an, 450 arrêts de la rame avec les démineurs qui arrivent, etc., parce que c'est les bagages oubliés des voyageurs qui vont à Roissy. Et avec vous, il y aura plus ces colis suspects ? On va faire Roissy Express. Et si on fait Roissy Express, la plupart de ceux qui vont à Roissy feront Paris-Roissy directement, ils ne prendront plus le B. Et donc, on améliorera la situation des transports du quotidien en faisant les nouvelles lignes. Parlons des logements maintenant. C'est un sujet sur lequel vous avez tout récemment fait des propositions et vous dites vous voulez casser les ghettos en stoppant la construction de logements sociaux là où le seuil fixé par la loi est déjà largement atteint, c'est-à-dire à partir de 30%. Est-ce que vous pourrez réellement dire à un maire, par exemple, non, là, tu ne peux pas construire ce type de logement ? Non, je peux pas lui dire. Non, je peux pas, absolument pas lui dire ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le maire vient voir la région et dit est-ce que la région peut cofinancer ? Est-ce que la région peut mettre des transports ? Est-ce que la région peut nous aider à payer la crèche ? Et je dirais, j'aiderais à condition qu'on remette de la mixité sociale dans ces quartiers. Parce que moi, je n'ai pas peur de dire ce qui n'est pas politiquement correct, c'est que quand Manuel Valls parle d'apartheid et de ghetto, qui a créé les ghettos ? C'est ces élus qui ont empilé de la détresse sociale sur de la détresse sociale en construisant beaucoup trop de logements très sociaux au même endroit, avec des écoles ghettos dans lesquelles les professeurs ne veulent plus enseigner. D'ailleurs, je propose que les professeurs qui acceptent d'aller 5 ans dans un lycée en pénurie de professeurs, dans des
quartiers populaires, que ces professeurs-là soient prioritaires pour l'accès aux logements sociaux de la région. Pour revenir sur les logements, comment on fait pour casser alors ces ghettos? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais m'appuyer. Ces quartiers. Je vais m'appuyer d'abord sur les 54 maires de la droite et du centre qui ont gagné des villes populaires en 2014, des villes de gauche dans lesquelles il y avait énormément de logements sociaux. Eux, ils souhaitent faire aussi de la mixité sociale. Ils veulent détruire des quartiers insalubres, le Galion à Aulnay-sous-Bois, la Cité des Tilleuls au Blanc-Ménil. Détruire, c'est abattre les tours, les bâtiments. Oui, détruire et reconstruire. Mais reconstruire avec plus de logements. Et l'idée, c'est de faire dans ces lieux, non pas de détruire du logement social, mais de reconstruire plus de logements avec de l'accession à la propriété et de l'accession sociale à la propriété, et puis du logement intermédiaire pour les classes moyennes. Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes n'ont plus de solution de logement en Île-de-France, et la région de France refuse depuis des années de financer le moindre logement intermédiaire pour les classes moyennes. Moi, je refinancerai du logement intermédiaire pour avoir des quartiers qui soient des quartiers mixtes, vous comprenez, avec des classes moyennes et des familles populaires, les deux au même endroit, pour relever le niveau des écoles, pour relancer l'ascenseur social. Ça, c'est pour les communes où il y a trop de logements. Mais c'est ce qu'on fait à Chanteloup, c'est ce qu'on fait à Mantes-la-Jolie déjà, c'est ce qu'on fait à Elancourt, c'est ce qu'on fait partout aujourd'hui dans les Qu'est-ce qu'on fait avec les îles. communes où il n'y a pas assez de logements sociaux et les communes préfèrent payer des amendes? Eh bien, j'ai réuni tous les maires et je leur ai dit, il faut construire dans vos communes. Aujourd'hui, il faut que toutes les villes respectent la loi, mais il faut aussi les aider, ces communes qui ne respectent pas la loi, à libérer des terrains. Parce que très souvent, vous n'avez pas de terrain disponible. Regardez, Jacques Mire à Maison-Lafitte, on lui a proposé de construire sur le terrain de l'hippodrome. C'est pas très sérieux. Donc moi, ce que je vais faire, il y a un établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF. Cet établissement public, il n'est pas dirigé par le président de région aujourd'hui, parce que le président de région a délégué ça à un conseiller régional. Moi, je prendrai la présidence de cet établissement public foncier. Et je peux vous dire que ça va dépoter. On va identifier les terrains qui sont pas utilisés, les terrains de la SNCF, les terrains de la RATP, les terrains de l'État, et on va aller les acheter. Et ensuite, on les rétrocédera au maire. C'est ce que fait très bien l'établissement public foncier des Yvelines, l'EPFIF. C'est assez dingue, avec 3 fois plus de moyens que l'établissement public foncier yvelinois, il a construit le même nombre, il a permis de construire le même nombre de logements. 3 fois plus de moyens, 3 fois moins de logements construits par l'EPFIF. Il faut accélérer les choses. In fine, la région va être un soutien aux mairies sur la question du logement, c'est ça? Énormément en soutien. Et d'ailleurs, j'ai un autre... Le premier moteur pour la construction de logements, ce sera un soutien. Oui, mais en leur apportant le terrain, je les aide énormément à monter leurs projets. Et je peux faire aussi un donnant-donnant. C'est-à-dire que si les maires veulent que je les aide, et en ce moment, vous savez, les maires ont énormément besoin de la région, puisque l'État leur coupe les vivres. Donc ils auront besoin de la région pour mener leurs actions culturelles, pour continuer à ouvrir des crèches, pour continuer à donner des services publics à leurs habitants. Donc mon souci aujourd'hui, il est simple, c'est de travailler avec les mairies. Mais j'ai aussi un autre levier, les lycées. Dans un certain nombre de lycées de Grande Couronne, il y a beaucoup de terrains qui restent. On peut tout à fait dire qu'on construira sur ces terrains des logements étudiants et des internats, tout ce que la gauche n'a pas fait depuis 17 ans. Un mot pour terminer cette émission sur ces élections régionales. Elles ne semblent pas mobiliser l'opinion publique. Est-ce que ça vous inquiète, l'abstention, ou vous vous inquiétez pas et finalement ça va venir avec le temps et à l'approche des élections? Mais c'est même pire que ça. Le gouvernement a fait exprès de mettre cette élection à au moment le pire possible. En décembre, on n'a jamais voté en décembre. Pas du tout avec les départementales, ça aurait été trop simple. Ils avaient peur de prendre peut-être une double claque. Mais on les a mis à un moment où on n'a jamais voté depuis 65. On les a mis le premier tour à 5 jours de la fin de la COP 21, le deuxième tour à 2 jours après la COP 21. On ne va parler que du sauvetage de la planète. Ils ont fait ça pour qu'on ne parle pas de ces régionales. Donc moi je dis aux électeurs qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie que ça change en Île-de-France, qui veulent de l'emploi, qui veulent du transport, qui veulent du logement, qui veulent casser les ghettos, qui veulent que l'ascenseur social refonctionne, ne vous laissez pas voler cette élection. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Valérie Pécresse d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée des Yvelines et candidate Les Républicains pour les élections régionales en Île-de-France. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci. L'hebdo politique.